Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans les Déconspirateurs, l'émission générique. Vous savez, chaque numéro des Déconspirateurs est l'occasion pour Rudy, Tristan et moi de se plonger dans la complosphère pour vous aider à y voir plus clair. Bonjour Rudy. Bonjour David. Bonjour Tristan. Salut à tous. Alors cette semaine, on a un programme chargé, on va aller au Canada, on va parler d'Epstein, de Hitler qui a priori est mort. Enfin bref, on a un programme très chargé, on va parler de l'antisémitisme, on va parler du pape François, on va brosser tout un panorama de la complosphère et on va commencer tout de suite par partir au Canada parce que vous avez consacré un complorama au Canada parce qu'il y a des élections aujourd'hui, lundi 28 avril, avec ce candidat Pierre Poilievre qui a adopté une rhétorique très trumpienne et finalement aussi des opérations qui ont eu lieu au sein de cette campagne canadienne qui rappellent finalement ce qui s'est passé aux États-Unis et ce qui nous donne peut-être des enseignements sur le complotisme mondial, Tristan. Oui, c'était un peu effectivement l'inquiétude qu'on avait, que durant cette séquence électorale, on ait un syndrome à l'américaine, avec du complotisme électoral, avec des remises en cause, etc. On va voir où est-ce qu'on en est pour l'instant. Donc l'élection, c'est le 28. On va faire un bilan un peu de ce qui s'est passé durant cette campagne. Mais il y a effectivement, en tout cas, des candidats. C'est ce qu'on a couvert avec le Complorama. J'invite tout le monde à écouter le Complorama spécial Canada qu'on a fait il y a peu de temps. Où on revient effectivement sur certains candidats. Donc il y a effectivement Poilievre, qui était le principal opposant qui avait eu une chance d'être élu. On verra ce qu'il en est. A priori, il est moins bien placé que Carnier. Au moment où on en parle, en tout cas, il est moins bien placé. On ne sait jamais. Qui lui-même, évidemment, a une empreinte complotiste, alors relative. On ne peut pas comparer, d'ailleurs, c'est ce qu'on dit dans le Complorama, tout à fait, le Canada et les États-Unis. Pourquoi justement parce qu'il n'y a pas la même dynamique complotiste, tout simplement. Okay. Il se trouve que l'écosystème social, la société, la culture canadienne n'est pas celle des États-Unis. Elle est moins perméable au complotisme. Ouais, et on avait même des chiffres qu'on a partagés. Il y a eu quelques sondages qu'on partage dans l'émission qui montrent effectivement qu'il y a une empreinte plus forte aux États-Unis qu'au Canada. Et le phénomène Trump s'est importé au Canada d'une certaine manière, mais aussi a eu un effet pervers pour le candidat Poilievre qui en fait a subi clairement cette séquence des tarifs de Trump qui a remonté la société canadienne contre Poilievre parce qu'il était trop proche ou en adéquation, en phase avec le discours populo-nationaliste et un peu complotiste de Trump. Et puis, ce que je trouve peut-être intéressant, et j'invite tout le monde à écouter encore une fois notre Complorama, c'est peut-être la dynamique particulière, la place particulière qu'a le Canada, effectivement, dans cet écosystème mondial de la complosphère. Donc, il y a cet épisode qui est classique et que tout le monde a entendu 1000 fois, qu'on a répété ici 1000 fois, notamment de ce transfert de la QAnon sphère des États-Unis au Canada anglophone et qui est passé sur le Canada francophone et qui a évidemment irradié la francophonie internationale de la QAnon sphère. Donc c'est une plaque tournante de certaines théories complotistes. Et puis, on évoque aussi le cas d'un média que je trouve assez intéressant, que je suis depuis pas mal de temps, qui s'appelle Rebel News, qui est un média, un hub, une sorte de média canadien. Mais ce qui est fou, c'est que il a incubé de nombreuses figures, notamment de l'alt-right américaine, mais aussi des figures complotistes anglaises. Et donc, il a réussi en fait à propulser à l'international des figures, encore une fois, américaines, canadiennes et européennes. Donc il a une place assez particulière, encore une fois, dans cette articulation de la diffusion, la complosphère à l'international. Rudy, tu es d'accord avec ça, cette idée que le Canada est une plaque tournante un peu de... Oui, relative, probablement, relative, parce qu'en plus le français y est langue officielle au Québec, etc. Mais donc oui, ça facilite les passages, quoi. Mais notamment du mouvement QAnon, très clairement, par l'intermédiaire d'une figure bien identifiée et identifiable qui est Alexis Cossette-Trudel. Non, mais ce que je voulais rajouter, c'est quelque chose qui n'est pas justement dans le Complorama. Parce que tu parlais d'un site internet Rebel News. Il y a un autre site internet qui est globalresearch.ca, en français mondialisation.ca, le site de Michel Chossudowski, qui a un rôle depuis un quart de siècle majeur dans la complosphère internationale, qui existe donc
en anglais et en français. Et je voulais juste évoquer le rôle qu'il a eu au moment du début de la pandémie de Covid. En mars 2020, Donald Trump, qui est au pouvoir aux États-Unis à l'époque, accuse tous les jours la Chine d'être derrière le virus. Il parle même du Chinese virus pour parler du coronavirus. Et le porte-parole de la diplomatie chinoise relaye sur Twitter, on est au milieu du mois de mars 2020, publié par cette complosphère et repris ensuite par le porte-parole de la diplomatie chinoise. Donc on voit la circulation de la désinformation. C'est les articles disaient qu'en fait le coronavirus était une arme secrète américaine développée dans un laboratoire du Pentagone, un laboratoire secret biologique. Voilà. Donc voilà, comme c'était pas dans le Complorama, je me dis que c'est un peu la petite pastille bonus pour les conspirateurs. Ouais. Et alors dans cette campagne canadienne, il y a aussi le candidat libéral Mike Carney qui a été victime de fausses images qui l'ont montré, qui ont été fabriquées par intelligence artificielle et qui l'ont montré avec Jeffrey Epstein. Peux-tu nous en parler un petit peu, Tristan, de ça ? Oui, effectivement, il y a eu pas mal de fausses productions générées par IA, des images synthétiques et notamment effectivement des images fausses, évidemment, où on le voit, donc le candidat libéral à côté de Maxwell, donc qui était Ghislaine Maxwell, qui était la compagne ou la complice en tout cas de la compagne et la complice qui était jugée et condamnée pour ça. Et de Jeffrey Epstein, et on le voit aussi avec d'autres montages à côté de Jeffrey Epstein. Évidemment tout ça avec pour objectif finalement de le décrédibiliser, bien sûr, le grand classique d'associer Epstein à n'importe quel opposant qu'on veut couler. Et ça, c'était évidemment pendant une période, je crois que c'était donc c'est avant l'élection. Donc c'est des choses qui peuvent avoir des impacts sur la frange, mais qui peuvent avoir des impacts sur pour certains électeurs, qui peuvent avoir disons un pas en arrière en voyant des images où on le voit effectivement côtoyer Maxwell et Epstein. Oui, alors du coup, ça fait le lien avec les États-Unis, puisqu'on a assisté ces derniers jours à un revival du complot Epstein aux États-Unis après le suicide de Virginia Giuffre, c'est ça, qui était l'une des victimes d'Epstein, c'est ça ? Oui, et ça vraiment, ça a électrisé évidemment la complosphère internationale. D'abord parce qu'on a encore un suicide, Jeffrey Epstein s'est suicidé, et donc là évidemment il y a des guillemets qui apparaissent autour du mot suicide à chaque fois que c'est mentionné. Jean-Luc Brunel aussi, en France, s'est suicidé également. Et donc évidemment, là, si vous dites à la complosphère, ou si en tout cas la complosphère voit passer que quelqu'un qui est lié à l'affaire Epstein se suicide, tout de suite, tous les signaux rouges s'allument. On est en DEFCON DEFCON 1 là. Bref, donc là ils se mettent tous en mode en mode rouge là, vraiment c'est. Et donc là on a vraiment donc la complosphère internationale qui s'est totalement allumée autour de ça et qui considère évidemment qu'elle a été tuée, clairement. Bien sûr. Et on sait qu'on a quand même un pool activable autour d'Epstein qui est absolument fou, phénoménal au niveau planétaire. Et donc chaque épisode, et notamment un épisode aussi dramatique que celui-ci, est déjà en train d'exciter toute la complosphère internationale. Donc on en est là aujourd'hui, je crains que ça va encore se poursuivre, mais ce qui est assez fascinant, c'est de voir à quel point le capital d'excitation est quasiment intact et peut se réactiver du moment qu'il a été, c'est un peu comme une plaie qu'on va retoucher quelques mois ou quelques semaines après. Il y a le capital qui s'était agrégé durant cette séquence Epstein, se rallume quasiment à l'identique, ou parfois même plus, avec des épisodes qui se suivent. Simplement parce que ça vient compléter, rappeler, jeter une suspicion supplémentaire sur ce qui s'est passé auparavant. Si elle s'est suicidée et qu'on a un gros doute sur son suicide, évidemment ça rappelle que lui-même s'était suicidé et qu'on a le même doute, deux suicides en même temps, c'est quand même un peu too much. Bref, ça vient en fait surajouter à ce narratif, le rendre encore plus dangereux et lui donne une plus grande dynamique encore. Donc jusqu'au prochain épisode, mais là on a vraiment en tout cas un éveil qui était assez spectaculaire en tout cas. Alors on parle d'internalisation du complotisme, de complosphère internationale. Il y a une figure qu'on connaît désormais maintenant assez bien ici dans cette émission et nous à Conspiracy Watch, c'est Candace Owens. Candace Owens
Owens qui a utilisé donc la réactivation d'un capital, justement, dont parlait Tristan, autour de la Lune, c'est ça, et de la NASA, Rudy. Oui. Candace Owens, rappelons, c'est presque 7 millions d'abonnés sur X, donc importante figure de la complosphère américaine, avec des dérapages antisémites, une vision du monde complotiste assez claire. Et elle a qualifié, là très récemment, dans une de ses vidéos, elle a qualifié l'alunissage, auquel elle ne croit pas, la mission Apollo 11, 69, le premier pas de l'homme sur la Lune, Neil Armstrong, Buzz Aldrin, elle a qualifié ça de fake and gay. Fake and gay, qu'est-ce que c'est ça? And gay. Alors d'abord, c'est assez intéressant parce que fake and gay, donc littéralement faux et homo. Fake and gay, c'est une expression qui est apparue dans les années 2000 sur 4chan. C'est une expression qui a une connotation homophobe évidente, puisque le gay de fake and gay, ça veut dire bidon, en fait, tout simplement. En tout cas, c'est compris, entendu comme ça, mais effectivement, c'est employer le mot gay il y a un double sens, pour dire c'est bidon, c'est évidemment homophobe. Mais surtout, fake and gay, ça sonne comme fucking gay. C'est-à-dire, c'est difficile à traduire littéralement, mais on a compris, c'est pas très, très aimable pour les gens qui ont cette orientation sexuelle. Donc, elle, on sait qu'elle est catholique, proche de l'intégrisme. Clairement. Et puis c'est une extrémiste de droite. Elle considère que l'homosexualité, c'est un péché, que c'est satanique. Elle a qualifié la NASA de satanique et de fake and gay. Voilà. Donc, oui, il faut rappeler aussi qu'elle avait aussi des positions sur les dinosaures. Ça, c'est ton truc, ça, les dinosaures. Non, mais c'est son truc à elle, mais bon, on est obligé d'en parler. Créationniste aussi. Et elle avait fait la même chose. Et je crois qu'elle avait aussi parlé de gay, aussi pour soit les croyances, soit ceux qui font des recherches sur les dinosaures. Enfin bref, elle est toujours un peu sur ce registre. Moi, ce que je note là-dessus, simplement, c'est que y a une sorte d'ouverture de la fenêtre d'Overton conspi dans l'extrême droite complotiste américaine, qui est quand même assez folle. Elle mainstreamise sur cette séquence-là ce qu'elle avait déjà fait sur les dinosaures, donc remettre en cause les dinosaures, maintenant sur l'alunissage. Alors, juste un truc. Tout le monde nous dit à chaque fois qu'on parle de la complosphère, oui, vous allez nous sortir les tartes à la crème de on n'est jamais allé sur la Lune, voilà, et vous intéressez qu'à ça, et puis ça c'est vraiment la frange la plus claquée, et puis vous prenez ça comme exemple pour nous décrédibiliser, nous, les complotistes normaux, entre guillemets, etc. Mais c'est le cas, c'est mainstream. Cette personne, elle est mainstream dans la complosphère américaine et même dans l'alt-right américaine. Elle a une vraie... dans la magasphère américaine, elle n'est pas une figure marginale. Elle est écoutée, elle a une vraie traction, je vais dire politique, aux États-Unis. Ça n'est pas un épiphénomène. Et donc, elle... de la façon la plus relaxe, en rigolant, elle remet en cause, encore une fois, l'existence des dinosaures. Bon, elle est ultra religieuse, donc elle a une vision aussi très, créationniste un peu du monde, et l'alunissage. Donc elle nous remet ça. Elle a aussi été celle qui a importé la rumeur selon laquelle Brigitte Macron est un homme aux États-Unis et qui a internationalisé cette rumeur. Absolument. Et le parallèle que je pourrais faire, juste pour qu'on mesure, enfin pour moi, en tout cas, pour l'échelle du délirium dans lequel on est, on a du Candace Owens qui nous fait du Silvano Trotta. C'est un peu de ce registre-là. Elle pourrait nous dire que la Lune est creuse. C'est la même chose. Et d'ailleurs, lui-même ne croit, je pense, qu'on n'est pas allé sur la Lune non plus. On est dans cette... On lui demandera. Et puis, il y avait le bouquin d'Aldostérone là, qui disait on n'est pas allé sur la Lune. Mais là, on est quand même sur des figures qui sont, chez nous, qui sont quand même claquées, qui sont pour le coup, effectivement, assez marginales et qui sont vraiment sur la frange. Et là, on a une figure quand même significative aux États-Unis qui, elle, reprend ce registre en toute relaxation. Tristan, quelqu'un comme Tucker Carlson, d'accord, qui est un influenceur considérable de l'extrême droite, d'accord, américaine. Ancien présentateur de Fox News. Et international, qui est considéré comme un des plus grands journalistes par Aude Lancelin. Voilà, vous en faites ce que vous voulez. Tucker Carlson, pas plus tard qu'il y a un peu plus d'un an, à la question est-ce que vous pensez que la Terre est plate, a dit je l'exclus pas, parce que comme on nous a menti sur beaucoup de choses, on a pu nous mentir là-dessus aussi. Tucker Carlson. Donc voilà, c'est pour dire à quel point, oui, c'est pas si confidentiel. Dernier point sur Candace Owens, quand même, c'est le fait qu'elle considère quand même la mission Apollo comme relevant de l'antéchrist. Pourquoi ? Parce qu'il faut rentrer dans sa logique. Elle dit, l'idée d'aller conquérir la Lune, d'aller poser c'est mettre l'homme au-dessus de tout. Or, ce qui est au-dessus de tout, c'est Dieu. Voilà, je ne crois pas trahir sa pensée en disant ça. Mais
Rappelons que Candace Owens, elle est trumpiste. Rappelons que Elon Musk est quelqu'un qui, depuis des années, explique qu'il veut coloniser Mars. Rappelons qu'en janvier, après son investiture, Donald Trump, dans son discours, a dit sa volonté d'envoyer des Américains sur Mars, planter le drapeau étoilé sur Mars. Et ça, c'est quoi alors, pour le coup? C'est pas antéchristique, selon la logique de Candace Owens. Donc là, elle ne dit pas un mot de cela, Candace Owens. Donc c'est ce paradoxe-là, pas ce paradoxe, cette hypocrisie que je voulais souligner. Voilà. Alors, cette semaine, c'est le 30 avril, hein, et comme vous le savez, le 30 avril 1945, c'est la mort d'Adolf Hitler, son suicide. Le suicide, dit-on. Oui, dit-on. Paraît-il qu'il est mort, mais en tout cas, on va voir, hein, puisqu'il y a eu déclassification des archives par Javier Milei, le président argentin, sur les dignitaires nazis qui avaient retrouvé refuge en Argentine après la guerre, mais voilà, des nazis qui avaient trouvé refuge en Argentine. Qu'est-ce que ça raconte, à la fois cette déclassification de Javier Milei sur ces archives-là, et puis qu'est-ce que ça raconte finalement ce revival d'Hitler? Je ne sais pas qui veut commencer, peut-être Rudy, sur la déclassification des archives. Alors, ce que ça raconte, pour le comprendre en 2 minutes, il faut voir la très bonne vidéo qu'a faite Talal Psika pour notre compte TikTok sur le sujet. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est à l'heure du national-populisme déclassificateur. C'est-à-dire que c'est ce que fait Trump aussi. Et tous ces pouvoirs nationaux-populistes disent nous on va enfin vous dire la vérité, on va être dans la logique de la transparence. Ils sont pas du tout transparents sur tout un tas de sujets par ailleurs, ils sont très opaques au contraire, ils veulent pas que la vérité sorte, mais sur un certain nombre de sujets populistes, démagos, on va vous dire qui a tué JFK, la Lune, etc., Martin Luther King. Bon, là ils sont prêts à déclassifier, même si ça donne pas grand chose en fait. Javier Milei, il faut remettre ça dans le contexte de son gouvernement. On lui reproche, à raison, de chercher à réhabiliter les années de dictature en Argentine, d'accord, de la junte militaire. Et c'est une manière, pour lui, de rééquilibrer la balance en disant regardez, moi je déclassifie les archives relatives aux nazis qui ont été hébergés, accueillis en Argentine. C'est bien la preuve que je suis du bon côté du manche. Et donc c'est une manière de temporiser et sans doute d'envoyer de la poudre aux yeux au service d'un discours qui est quand même révisionniste, parce qu'il explique en substance que la dictature argentine c'est pas si grave que ça. Voilà, donc ça, d'ailleurs les 30 000 morts qui avaient absolument, il remet en cause le bilan humain des victimes de la dictature. Le chiffre qui circule en général, c'est effectivement 30 000 disparus, je crois. Lui dit que c'est en gros 3 fois moins, quoi. Bon, donc voilà, donc il y a une fonction politique de ça, et puis après il y a le vieux mythe qu'on a déjà traité sur Conspiracy Watch, qui a été abondamment traité ailleurs aussi. C'est l'idée que Hitler aurait survécu, aurait mis en scène sa propre mort, et aurait en réalité été exfiltré dans les années 40, enfin après 45, en Argentine, où il aurait coulé des jours heureux. Bon, on sait que c'est faux, parce que on a je crois un bout de dent d'Adolf Hitler qui a été conservé par la mâchoire par les soviétiques, et puis il n'y a pas le début d'un commencement de preuves positives qu'il serait allé en Argentine. Alors qu'est-ce que ça raconte, ce revival Hitler aussi qui est autour de cette déclassification et de ce mythe autour de l'Argentine? Oui, alors d'abord un petit scoop, ça va être le sujet de notre prochain Complorama, je le dis, donc on va pas trop développer aujourd'hui parce qu'on a quand même beaucoup de choses à dire. Moi, ce que je trouve absolument dingue, c'est effectivement le fait qu'en 2025, on a encore aujourd'hui une figure qui a une forte traction, qui est une sorte effectivement de revival, qui va évidemment s'accentuer autour de cette date anniversaire qui a été alimentée par cette déclassification de Milei, d'ailleurs déclassification qui n'a pas encore eu lieu, sauf erreur, qui a été annoncée. Et la simple annonce suffit déjà à exciter, exalter un peu toute la complosphère. Mais moi, ce que je trouve absolument fou, c'est effectivement la résurgence de l'évocation du personnage, avec un gradient qui va du relativisme à l'apologie, et qui va de figures comme Joe Rogan à un Kanye West. Ils vont pas tous avoir la même posture. Certains vont dire oui, Hitler ça reste mal, mais
mais vont essayer d'abaisser sa responsabilité ou d'essayer de noyer ça dans un relativisme un peu historique. Je reviendrai un peu là-dessus. Et puis on a des gens qui font carrément l'apologie de ce qu'a pu faire, de ce qu'a pu être Hitler. Donc Kanye West en est un exemple, mais il n'y a pas que. Il y a des élus américains trumpistes qui ont dit à plusieurs reprises qu'il avait fait des bonnes choses. Il avait fait des bonnes choses. Bon, bref, comment dire, politiquement, de dire ça, ça a un impact majeur sur son auditoire. Évidemment, ça normalise une figure qui ne devrait pas l'être. Ouais. Tu m'avais d'ajouter une chose. Ouais. Les rumeurs sur l'idée que certaines personnalités ont survécu ne sont pas mortes. Ouais. Elvis, Michael Jackson, voilà, et Adolf Hitler. En général, ce sont des rumeurs qui circulent chez des gens qui voudraient que ces gens-là soient encore en vie. Non, mais c'est pour ça que le mythe d'un Hitler qui aurait survécu, c'est quand même un mythe qui circule quand même chez les néo-nazis, quoi. Voilà. Mais pas que. Mais le problème, mais est-ce que c'est pas devenu un peu plus mainstream? Oui, c'est ça. L'assiette s'est un peu élargie. C'est ça qui est un peu. Au départ, il y a quand même un regret. Il y a quand même une forme de nostalgie, quoi. Et il y a un parallèle, peut-être un peu audacieux, mais que je vois apparaître aussi, notamment à travers l'émission de Joe Rogan, qui en a fait une assez récente, qui a été très décriée, beaucoup de polémiques autour de ça. Américain. C'est le phare, le plus gros podcasteur. Qui a fait une émission sur la Seconde Guerre mondiale et notamment en invitant quelqu'un qui est un pseudo-historien en parlant de Churchill. Mais ce qui était intéressant dans ce moment-là et dans cette séquence-là, il y a une petite musique qui semble faire surface, un petit peu à ce qu'on a pu voir autour de Pétain avec ce mythe du glaive et du bouclier. L'idée que Hitler, comme Pétain, étaient des figures qui peuvent être critiquables, mais qui, quelque part, dans leur rôle, avaient essayé quand même de limiter la casse. Alors, pour Pétain, c'était la casse, le nombre de juifs qui auraient été, soi-disant, voilà, il a réussi à sauver des juifs, ou il a épargné, disons, des morts un peu excessives, etc. Et puis, pour Hitler, ce serait effectivement le côté anti-soviète. Que, quelque part, nous a quand même protégé, que c'était pas si mal ce qu'il a pu faire. C'est pas loin la thèse de Ernst Nolte, historien allemand qui a beaucoup dialogué avec les négationnistes d'ailleurs, qui s'est même compromis avec eux. Mais lui, il disait que il réduisait le nazisme à une réaction au bolchevisme. Et finalement, s'il n'y a pas de révolution de 17 en Russie, il n'y a pas de nazisme ensuite. Alors le problème, c'est que c'est compliqué, c'est vrai, c'est faux. C'est vrai parce que effectivement, on peut pas dire ce qu'aurait été l'Allemagne de Weimar sans en imaginant que l'Union soviétique n'existe pas. On ne peut pas refaire l'histoire. Et en même temps, réduire le mouvement nazi et Adolf Hitler et le Troisième Reich à ça, à dire que ce n'est qu'une réaction, c'est pas possible. Il n'y a aucun historien qui défend cette idée-là. Enfin bref, je vous renvoie donc à la vidéo de Perla sur TikTok avec justement cette déclassification par Javier Milei et ce que ça raconte. Je vous renvoie au futur Complorama à venir, et je vous renvoie aussi à l'article de Nicolas Bernard que tu viens de publier, Rudy, sur Conspiracy Watch. Raconte-nous en 2 mots de quoi il en est, de quoi il retourne. Il y a ce thème là aussi qui vient très souvent de l'extrême droite, sur lequel en fait Hitler était une créature de Wall Street et de la finance américaine notamment. C'est absurde, c'est faux. Tu parlais de Joe Rogan à l'instant. Joe Rogan, il est multimillionnaire. Son podcast se vend très bien. Une chose qui n'est pas su sur Hitler, parce que ces sectateurs ont réussi à faire passer l'idée de quelqu'un désintéressé. Pas vrai du tout. Hitler, il a pillé l'Allemagne, il a pillé les pays occupés par la Wehrmacht, il collectionnait des objets d'art, y compris des biens relevant de la spoliation aux familles juives d'Allemagne et d'ailleurs. Et en fait, ce qu'on oublie de dire, c'est que lorsqu'il devient chancelier, et le Führer, Mein Kampf va s'écouler à des millions d'exemplaires en Allemagne, et il en a les droits d'auteur, parce que c'est quasiment la Bible du régime nazi, donc tout le monde se l'offre pour un départ en retraite, un anniversaire, etc., un mariage, et il est millionnaire en Deutschmark, Adolf Hitler. Donc c'est pas du tout quelqu'un désintéressé, c'est quelqu'un qui fait de l'argent aussi avec la politique. Voilà. Sur la partie Wall Street, et ce mythe-là, je renvoie au papier effectivement Nicolas Bernard.
Alors vous en avez certainement entendu parler, le pape François est mort le lundi de Pâques, et évidemment, comme à chaque fois, j'ai envie de vous dire, il y a eu une ébullition complète de la complosphère. On a entendu par exemple François Asselineau se demander si les jeux en chocolat Kinder offert par ce pape mondialiste très antipathique, extrêmement controversé à J.D. Vance, n'était pas une malveillance diabolique. On a vu aussi Bertrand Scholler ironiser sur le fait que le pape François et Klaus Schwab quittaient la scène mondiale le même jour, qui était une mauvaise journée pour les mondialistes. Comme par hasard. Non. Bon, alors, qu'est-ce que vous avez consacré un complorama sur le pape avant son décès il y a quelques semaines, un complorama spécial. Pourquoi le pape, pourquoi cette figure-là est-elle finalement source de délire complotiste permanent, si j'ose dire? D'abord parce qu'il y a toute une histoire d'un complotisme, j'allais dire presque populaire, autour du Vatican, de la figure du pape, mais même centenaire. On peut remonter à plusieurs siècles de théories complotistes qui tournent autour des papes, d'ailleurs, en général. Donc il y a déjà un pool sur lequel peuvent se nourrir déjà l'imaginaire de toute la complosphère contemporaine. Là, pour ce qui nous intéresse plus spécifiquement sur cette séquence-là, on a quand même une séquence qui va s'échelonner sur plusieurs semaines, ou sur plusieurs jours, jusqu'au conclave. Et je pense que cet arc entre le décès et jusqu'au jour du conclave, ce moment, cette séquence est un moment suffisamment long pour que se déploie, s'épaississe toute une excitation complotiste, parce qu'il va y avoir des protocoles, de la symbolique, beaucoup de photos, des close-up de choses un peu qui va le révéler. Alors, je sais pas, je vois déjà commencer à circuler, notamment durant l'enterrement, des gens qui vont sur une photo, ils voient une croix à l'envers, ils disent tiens, voilà, c'est le symbole de, je sais pas, l'antéchrist, je ne sais quoi. Bref, donc il va y avoir en tout cas un moment de crowdsourcing complotiste planétaire autour de tous les visuels qui vont être produits et qui vont être diffusés à l'international, évidemment, parce que c'est un événement qui a une ampleur internationale. Donc voilà, c'est encore une fois une tradition historique qui se nourrit avec des références historiques et populaires qui sont très anciennes, un événement spectaculaire et une couverture qui va durer dans le temps. On a tous les ingrédients pour que la complosphère internationale s'excite pendant pas mal de temps. Non, moi je rajouterais que, évidemment, c'est un pape. Donc il avait sur tout un tas de sujets, que ce soit l'IVG, l'homosexualité ou le blasphème, des opinions qu'on pourrait qualifier ici de conservatrices, voire très conservatrices, voire réactionnaires. Bon, donc là-dessus, il ne dérogeait pas au cahier des charges. Il ne dérogeait pas à la règle. Maintenant, c'est le premier pape jésuite de l'histoire de la papauté. Et il y a tout un mythe complotiste autour de l'ordre de la Compagnie de Jésus, qui a même été interdit à un moment, y compris par le Vatican pendant 4 décennies à peu près. Et puis, c'est le premier pape non européen depuis le 8e siècle. Et c'est surtout, il était argentin, premier pape issu de l'hémisphère sud, d'un pays d'Amérique latine, et donc il pouvait avoir, sur un tas de sujets, il pouvait être vu comme progressiste. Et notamment le fait qu'il martèle un message qui est un message très chrétien, très humaniste, à l'endroit des migrants notamment. Et ça en a fait la bête noire de toute l'extrême droite populiste, national-populiste, anti-immigration, qui donc l'a affublé du qualificatif de mondialiste. D'immigrationniste aussi. Voilà. Et c'est pour ça qu'on en parlait dans notre complorama comme il était vu, en tout cas comme ça, comme un George Soros en soutane. Voilà. Donc toute la branche, même pas sédévacantiste, mais très conservatrice du catholicisme, d'abord l'appeler par son nom, et pas par son nom de pape. François, il a choisi le nom de François en référence à Saint François d'Assise, qui est le saint des pauvres et voilà, et des étrangers. Voilà, il y avait vraiment cette idée-là. Oui, je crois que c'est un élément important en tout cas qui explique effectivement l'émulation complotiste qui est particulière aujourd'hui. C'est effectivement qu'il est perçu comme progressiste par toute la frange de l'extrême droite qui elle-même est plutôt portée sur la complosphère en général. S'il avait été ultra conservateur, comme son prédécesseur Ratzinger, par exemple, là, je pense Benoît XVI. Probablement. Benoît XVI n'était pas vu comme ça
du tout. Et j'ai peu vu de théories complotistes concernant Ratzinger. Donc il y a effectivement clairement une adéquation aussi politique, un fait politique du fait qu'il est perçu comme progressiste, et donc on a effectivement les extrêmes droites qui s'activent autour de lui. Donc c'est un élément supplémentaire d'alimentation. Maintenant, au-delà de ça, il y aura toujours des complotistes qui imagineront des choses folles, qu'ils soient progressistes ou pas, ou ultra-conservateurs. Mais c'est un fait particulier qui vient effectivement alimenter significativement, disons, le complotisme actuel autour de cette séquence. Alors, avant de revenir vers la France, vers l'antisémitisme et puis vers l'écosystème de certains députés, l'écosystème informationnel, Tristan, je crois que tu voulais nous parler de la Russie et des initiatives de Moscou dans le fact-checking. Est-ce que finalement il faut y voir quelque chose de positif, que la Russie se mette au fact-checking? Alors oui, je voulais juste dire un mot, mais rapidement. C'est juste qu'effectivement, je crois que c'est un rapport de NewsGuard, oui, c'est ça, c'est NewsGuard là, qui font vraiment du super boulot ces derniers temps. Bref, qui ont fait un travail le 9 avril dernier, en identifiant, en faisant un focus sur une structure ou un programme qui s'appelle le GFCN, qui est piloté par l'agence TASS, qui est l'agence officielle russe, et Anno Dialogue, que je ne connais pas, qui sont des entités en tout cas qui gravitent autour du Kremlin, et qui se veut être une sorte de consortium, un réseau mondial de vérification des faits. Donc c'est en gros un réseau de fact-checking, évidemment, et qui n'a qu'un seul objectif, évidemment, c'est pas tant évidemment de rechercher à vérifier les faits, que semer la confusion, qui est vraiment le propre de la stratégie russe depuis des années maintenant. C'est l'opération Matryoshka notamment, c'était ça déjà dès le départ. Dès le début. Donc là, ils ont effectivement des faux fact-checkers dont le seul objectif est de faire perdre confiance au public envers toute information fiable en général. Évidemment, l'idée, c'est pas que le public croit forcément au récit russe, à la propagande russe, que de ne plus croire à l'information en général, et d'avoir une suspicion globale sur toutes les sources d'information. Alors, pourquoi j'en parle? Simplement parce que ça m'a tout de suite rappelé un épisode qui m'est revenu en tête et qui date de 2017 déjà. Je sais pas si... vous savez, je pense que Conspiracy Watch avait couvert ce projet russe qui s'appelait Fake Check. Oui. Tu te rappelles de ça? Oui, bien sûr. Donc c'est Russia Today qui avait lancé ça, qui dès le début, donc ils avaient senti un peu le début du commencement de ce questionnement sur le fact-checking et de la lutte contre le complotisme, et eux ont voulu se placer sur ce marché tout de suite. Et c'est un projet qui a fait pchit assez rapidement. Je crois qu'il y avait eu quelques dizaines de papiers qui avaient été publiés, non, même pas 16. Il y a eu 16 papiers qui avaient été publiés dès le début en 4 mois. Voilà. Donc ça a absolument pas marché, mais c'était une tentative qui relève du même ordre, et on voit qu'ils remettent la sauce aujourd'hui, ils retentent cette aventure-là en espérant avoir plus de succès. Je pense que ça aura probablement la même destinée que ce premier projet. Je voudrais rajouter une chose. On a une journaliste russe, Maria Ponomarenko, qui a entamé une grève de la faim, et parce qu'elle est détenue. Elle est détenue parce qu'elle a été condamnée en vertu des lois de censure militaire. Pourquoi? Parce que Maria Ponomarenko, elle avait sur une chaîne Telegram parlé du bombardement du théâtre de Mariupol en mars 2022, donc au tout début de la guerre, l'invasion en Ukraine. Voilà. Bombardement russe sur Mariupol, qui a fait des centaines de victimes. On n'a pas le chiffre, le bilan exact, mais des centaines de victimes civiles. Elle l'avait attribué aux troupes russes, ce qui est le cas. Et le Kremlin, la version officielle du Kremlin, c'était que c'était le régiment Azov de l'armée ukrainienne qui était le seul vrai responsable. Et donc elle avait été condamnée pour avoir diffusé, je cite, de fausses informations. C'est-à-dire, on voit la perversité là de ce pouvoir dictatorial qui utilise la lutte contre les fake news et contre la désinformation pour réprimer la liberté de la presse et en fait des vérités qui ne sont pas les vérités officielles du Kremlin. Sur ces deux questions, je vous renvoie aux deux hors-séries qu'on a fait, l'un avec Paul Gogo, correspondant de BFM TV à Moscou, et l'autre avec David Colomb, l'historien de la propagande qui a fait... Évidemment, nos amis complotistes s'en foutent. Évidemment. Qui n'ont que le mot de vérité à la bouche et qui se méfient en général des vérités officielles. Non, les vérités officielles du Kremlin, apparemment, ça leur va très bien. Alors Rudy, ce matin même, 28 avril, tu étais, avant cet enregistrement,
évidemment à la remise, enfin la publication du rapport des assises de la lutte contre l'antisémitisme. Il y a évidemment donc une explosion des actes antisémites, on l'a déjà dit dans cette émission. Je trouve 2/3 des atteintes concernent les atteintes à la personne, avec une hyper représentation de l'antisémitisme dans le total des actes racistes. Alors, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots de cette présentation du rapport, et puis peut-être aussi sur ce que tu voulais dire sur l'antisémitisme, l'antisionisme, tout ça. Oui, en fait, ce rapport, il y a plusieurs recommandations, plusieurs axes de travail, et il y a notamment l'idée qu'il faut utiliser la définition de l'antisémitisme adoptée par l'IHRA. Alors l'IHRA, est-ce que tu peux nous rappeler ? L'IHRA, c'est l'International Holocaust Remembrance Association, je crois, qui est un organisme interétatique, la France en est l'un des membres fondateurs, et qui propose depuis des années une définition de travail de l'antisémitisme pour mieux combattre l'antisémitisme. Cette définition de travail elle est adoptée par de nombreux parlements européen, par le Parlement européen d'ailleurs, par la France, par le Parlement français. Donc c'est ce qui prévaut, quoi. Hein. Et c'est une définition intéressante parce que elle prend en compte l'idée que certaines critiques, ou plutôt pas des critiques, mais des attaques expliquant par exemple que Israël, l'État d'Israël dirigerait la politique mondiale, que le sionisme international ferait et déferait les grands de ce monde, les élections, etc. En fait, explique que ça, c'est juste de l'antisémitisme, que cet antisionisme démonologique, il relève d'une approche, enfin, d'un discours antisémite classique, et en même temps, cette définition de travail, elle fait bien la séparation avec les critiques légitimes qui peuvent être portées contre Israël en tant que pays, en tant qu'État, ou en tant que gouvernement, ou les politiques d'Israël. Nous, on fait régulièrement, à la fois de lutter contre l'antisémitisme et de critiquer, par exemple, le gouvernement Netanyahou, lorsqu'il a utilisé, Benjamin Netanyahou, l'expression d'État profond, etc. Et cette critique d'Israël ou du gouvernement israélien, on la trouve dans la presse israélienne elle-même. Donc il n'y a pas de difficulté là-dessus. Alors cette définition de travail, elle est contestée par certains, notamment dans la mouvance antisioniste radicale, parce que eux disent mais regardez, on veut pénaliser l'antisionisme, donc la critique de l'État d'Israël, et c'est pas vrai, ça n'est pas le cas. Donc il faut le dire et le rappeler. Et je dis ça parce que cet antisionisme démonologique, il peut avoir des conséquences en termes de passage à l'acte violent. Et c'est ce qu'on voit, c'est-à-dire que l'explosion de l'antisémitisme, des attaques aux personnes juives, en tant que telles, elles sont directement liées à un discours antisioniste radical qui est importé directement de ce qui se passe au Proche-Orient avant le 7 octobre 2023, mais singulièrement depuis 7 octobre 2023. Voilà. Tristan, tu voulais ajouter quelque chose sur ce sujet ou pas ? Oui, non, c'est toujours effectivement on est toujours confronté à ça, c'est qu'il est non seulement légitime, il est nécessaire de critiquer évidemment le gouvernement israélien actuel sans tomber dans l'antisémitisme. Et donc c'est cette distinction qui est absolument essentielle pour qu'on puisse qu'on puisse critiquer un État. Il faut distinguer les deux, voilà, c'est tout. Et cette distinction est troublée aujourd'hui par certains discours qui mélangent les deux, clairement, et qui, sous couvert d'une critique, évidemment, du gouvernement, en fait, cachent mal un antisémitisme, et qui viennent polluer, encore une fois, une critique légitime. Hein. Il est parfaitement, non seulement légitime de critiquer un État pour sa politique, si on considère que ce qu'ils font est absolument scandaleux, ce qui est mon avis, évidemment, et je le dis, clairement. Si on parle, bon, là, on est un peu sur un terrain politique. Mais, donc voilà, c'est toujours désolant de voir que des critiques légitimes sont pervertis par des discours qui, eux, ne le sont absolument pas. J'ajoute que vendredi, on a eu un assassinat dans une mosquée du Gard, à Boubacar, un jeune homme qui a été lacéré de coups de couteau par un type qui voulait devenir une sorte de mass murder islamophobe, et qu'il y a eu une manifestation contre l'islamophobie ce week-end, au cours de laquelle Jérôme Gage, député socialiste, a été conspué, a été violemment attaqué avec des motifs antisémites. Donc une manifestation a priori contre le racisme qui dégénère avec des mots d'ordre ou des slogans antisémites, puisqu'il a été traité de sale sioniste, de choses comme
comme ça. Ce terme d'islamophobie, il a fait l'objet de nombreuses critiques. Aujourd'hui, il s'est largement imposé. Il continue à être ambigu parce qu'il mélange à la fois la critique légitime qu'on peut porter sur une religion, des pratiques religieuses, etc., des dogmes, voilà, et qu'on peut trouver au sein même de l'islam d'ailleurs, et puis ce qui relève de la haine contre les fidèles, contre les musulmans en tant que tels. Et je pense que, oui, une certaine hantise de l'islam peut conduire à des passages à l'acte contre les musulmans en tant que tels. Donc c'est ce qui s'est passé ce week-end d'ailleurs, enfin vendredi. Mais bien sûr. Donc il faut entendre ça. Et je me disais en fait, finalement, il faudrait peut-être une définition de travail de la haine contre les musulmans. Alors c'est toujours compliqué. Est-ce qu'il faut parler de musulmanophobie? Est-ce qu'il faut parler de racisme anti-musulman? Avec là aussi, racisme anti-musulman, ça vient confessionnaliser ce qui relève du racisme, ou plutôt ethniciser une religion. Enfin, c'est un peu étrange. Mais musulmanophobie, puisque c'est un terme, en son temps, SOS Racisme préférait ce terme-là. Aujourd'hui, je crois qu'ils sont ralliés au terme d'islamophobie. Bon, voilà, ça peut être... en tout cas, il nous manque ça, une définition de travail qui fait bien la séparation entre les deux, parce qu'il est vrai aussi qu'il y a un activisme islamiste qui cherche à brouiller le message et à dire que la critique de l'islam en tant que tel, ou de certains aspects de l'islam, et notamment les plus réactionnaires, les plus problématiques, les plus conservateurs, relèverait immédiatement du racisme ou de la haine, ce qui est pas vrai. En tout cas, ce qu'il y a, c'est pour cet épisode dramatique de cet assassinat qui choque évidemment absolument tout le monde, nous rappelle toujours que les mots ont des conséquences. Oui. Et je veux dire, évidemment, on pense à Christchurch. 2019. Et ce massacre de musulmans, pareil, qui a été nourri à la fois par des délires complotistes, d'ailleurs. La théorie du grand remplacement. Et il fallait voir le pensum qu'il avait publié. Qui s'appelait The Great Replacement. The Great Replacement. Et... cet individu-là qui vient de commettre cette horreur, lui, apparemment, voulait effectivement commettre d'autres. Il voulait être un tueur de masse, ou en série, en tout cas, donc sur le même motif que ce qu'on a vu avec Christchurch. Ce qu'il y a par là, c'est que, voilà, encore une fois, les mots qui s'expriment, qui imprègnent la rétine de ceux qui sont en ligne, cette fenêtre d'Overton qui s'ouvre de discours contre les musulmans, contre les juifs, tous ces discours-là, sur la frange, atteindront toujours quelqu'un qui soit a des troubles psychologiques, soit qui est exalté idéologiquement, et qui lui va traduire en actes. Il va traduire en actes ces mots-là. Donc il y a effectivement une responsabilité des politiques, essentiellement des politiques, parce qu'ils ont un rôle dans nos sociétés qui est majeur, dans l'étouffement de ces franges extrêmes. Et il faut les pointer du doigt, et il faut dénoncer les dérives antisémites quand on est quelque partie que ce soit. Il faut condamner donc les dérives antisémites qu'on a chez nous, dans nos franges à nous, que ce soit contre les musulmans ou contre les juifs. Et bon, ça n'est pas le cas aujourd'hui. Il y a une sorte de brouillage induit par une instrumentalisation idéologique qui est faite de toutes parts, et qui clairement se traduit par des drames. Un passage à l'acte, quoi. Ouais. Et avec des termes un peu en miroir, c'est-à-dire que dans une dernière newsletter, on a montré qu'il y a un compte qui s'appelle No Passaran, un compte antifasciste, qui montre comment certaines personnalités, notamment de la complosphère, Alain Soral, Jean Bricmont, Idrissi Hamedi, Camille Abderrahmane, utilisent le terme de colonie israélienne pour parler de la France. Et comment, de l'autre côté du spectre politique, à l'extrême droite, enfin, encore que Alain Soral, il est à l'extrême droite, mais il n'est pas identitaire, chez les Zémouriens notamment, on parle de la France comme une colonie de l'islam. Exactement. Voilà. L'idée que la France serait colonisée... Voilà. Alors tu parlais, Tristan, de la responsabilité des politiques et de la façon dont ils évoluent, comme nous tous, dans un écosystème informationnel. Il y a eu un complément d'enquête jeudi dernier sur la façon de fonctionner d'LFI. Sur France 2. Il y a eu un thread de Conspiracy Watch sur la façon dont certains députés LFI, notamment Émeric Caron, pouvaient finalement relayer des comptes très très conspirationnistes. Comment vous voyez les choses? Comment vous voyez la place qu'ont les députés dans cet écosystème informationnel et dans la mise en branle de ces mythes conspi?
D'abord, le rapport qui a été remis à la ministre aujourd'hui montre que très clairement, il y a toujours de l'antisémitisme à l'extrême droite. Il n'est pas mort, il bouge encore, c'est très clair, hein, contrairement à ce que certains laissent faire croire. Mais qu'il est très présent aussi à l'extrême gauche, ou à la gauche de la gauche, quel que soit le nom qu'on lui donne, et que la France insoumise a une responsabilité mais historique dans la banalisation de certains stéréotypes antisémites et donc probablement aussi, en tout cas moralement, dans des passages à l'acte violents. C'est ce que montre notamment le complément d'enquête dont tu parlais. C'est ce que montre effectivement l'environnement informationnel d'un certain nombre d'élus de la France insoumise, dont on s'aperçoit depuis pas seulement des semaines ou des mois, mais des années maintenant, qu'ils baignent dans un écosystème qui n'est pas du tout étanche avec la complosphère, y compris la complosphère antisémite. On les voit relayer, ces gens qui sont députés de la nation, des comptes parfois gérés anonymement, des comptes parfois d'un antisémitisme virulent ou violent, et très rarement faire machine arrière. Très rarement, c'est l'exception quand ça se passe. On a vu Alma Dufour, par exemple, partager du Jackson Hinkle, qui est une personnalité d'extrême droite américaine, antisémite, pro-Hamas, pro-Poutine aussi, et j'en passe. Aymeric Caron aussi, relayé récemment un compte extrêmement toxique. Donc, être élu de la nation, c'est tenu un devoir d'exemplarité. Voilà, on aimerait que... Alors, sur cette question un peu de cet écosystème. Alors, je sais qu'on ne doit jamais faire le parallèle entre l'extrême droite et l'extrême gauche, le fameux fer à cheval. Le fameux fer à cheval. Bref, après on peut en débattre pendant des heures. Mais bon, il y a une réalité, c'est qu'effectivement, dans cet écosystème informationnel, on a effectivement des comptes qui peuvent être partagés des deux côtés. On a des références qui peuvent circuler. On a des figures un peu confusionnistes ou des individus de chaque bord qui deviennent confusionnistes et qui peuvent relayer vraiment parfois les mêmes tweets du moment qui sont viraux et qui vont en résonance avec leur discours du moment. Et je me demande s'il n'y a pas une accélération un peu de ce phénomène par des... Je ne sais pas si on pourrait parler de passerelles algorithmiques. C'est-à-dire c'est que quand on voit la consommation informationnelle de certains députés, alors on parle de LFI, mais ce serait la même chose pour le Rassemblement national. Bien sûr. C'est que il y a deux choses dans l'écosystème informationnel. À supposer qu'ils s'informent essentiellement via les réseaux sociaux et X, ce qui est le cas d'une grande majorité de Français d'entre eux qui sont vraiment en tuyau, vraiment en circuit, en direct avec là-dessus. Bon, bref, il y a deux choses. Il y a d'abord le bouquet des gens qu'on suit. Ça, c'est, j'allais dire, la première responsabilité. En tant qu'élu, évidemment, on est responsable de ceux qu'on suit. Parce que quand on les suit, on leur donne une visibilité, une crédibilité. Alors on peut dire, oui, je suis ça pour l'information. Mais on a une responsabilité, parce qu'on lui donne une traction, une visibilité supplémentaire, des vues, et algorithmiquement, on lui fait peser aussi. Alors, on a tout à fait le loisir de les mettre dans une liste. Oui, et on peut les mettre dans une liste d'ailleurs privée, en plus, pour pas qu'il y ait de visibilité supplémentaire, ce que moi je fais aussi. Bon bref, en tant qu'élu de la nation, déjà, première responsabilité, le bouquet. Mais il y a d'autres choses. C'est qu'évidemment, les algorithmes vont au-delà du bouquet qu'on est en train de suivre. Les algorithmes vont essayer de voir d'abord, au vu du bouquet qu'on suit, ce que les personnes qui ont le même type de bouquet que nous peuvent eux-mêmes partager. Donc c'est une mix algorithmique qui est opaque, c'est une boîte noire, on ne sait pas comment ça marche, mais on sait en gros quelles sont les dynamiques qu'il y a dedans. Et donc on a des figures, des politiques et des députés qui vont inévitablement voir sur leur page, pour vous, la page algorithmiquement travaillée, des contenus qui ne sont pas évidemment le cœur nucléaire de ce qu'ils suivent, mais qui ont une empreinte qui ressemble. Et là, c'est pas nous qui font le fameux fer à cheval. C'est les algorithmes qui sont la réalité, la traduction algorithmique de ce fer à cheval. Parce que dans cette tambouille, il y a des contenus qui sont populaires à l'extrême droite et qui vont apparaître sur le fil d'actualité des gens à l'extrême gauche, et inversement. Donc il y a, je pense, une accélération de cette circulation du fait notamment des algorithmes, mais pas que, mais du fait des algorithmes, parce qu'il y a aussi ce que partage, ce qu'on suit. Il y a aussi la responsabilité de chacun, comme tu le disais au départ. Toujours. Cette responsabilité, on ne peut pas l'exclure. Mais j'essaie simplement d'expliquer ce qui fait que un individu ou un homme politique peut tout d'un coup retweeter quelqu'un qui sort de nulle part. Donc on se dit, mais inconnu au bataillon, c'est pas un média, c'est pas une figure connue, c'est pas un influenceur, c'est un compte lambda dont on n'a quasiment jamais entendu parler, ou qui est très marginal, et qui tout d'un coup
époussé par cet élu, tel ou tel élu. On dit mais d'où est-ce que ça vient ça? C'est pas quelqu'un qui le suit, donc c'est quelqu'un qui a peut-être été relayé par quelqu'un qui le suit, ou encore plus souvent, je crains, les algorithmes qui eux font une empreinte réelle d'usage, qui fait une tambouille probabiliste de ce qui circule dans vos centres d'intérêt ou dans ceux qui vous suivent, et qui vous envoie quelque part des choses qui malheureusement vous ressemblent peut-être un peu. Bref, en tout cas, cet écosystème algorithmique, je pense, accélère ce confusionnisme idéologique, et surtout cette circulation de passerelles et de choses qui sont surprenantes, où on voit vraiment des gens qui peuvent, des élus qui peuvent relayer des figures qui probablement ont du succès plutôt de l'autre côté, mais du moment qu'ils disent quelque chose qui entre en résonance avec leur logique du moment, ou qui peuvent être instrumentalisés, ou qui correspondent à leurs préjugés du moment, vont le relayer. On est, je pense, à ce moment-là de l'histoire, et tous les députés d'aujourd'hui et de demain vont être nourris, emprunts par cette bouillie algorithmique, informationnelle, et je pense qu'il faut qu'ils le conscientisent tous très fortement pour ne pas basculer de plus en plus dans leurs travers idéologiques qui sont en général les plus mauvais, ceux qui sont poussés par les algos. Le problème, c'est que qui te dit que certains n'ont pas totalement conscience et qu'ils le font en conscience, justement. Ça, sonder les psychés, c'est toujours ce qu'il y a de plus compliqué. Il faut les juger sur les actes, sur ce qu'ils partagent, et leur responsabilité, j'allais dire, de ce qu'on peut voir. Après, les psychés, effectivement, surtout pour certains... quand on leur signale. Oui, qu'il se passe rien ensuite. Oui. Qu'il se passe rien. Vous signalez, pour terminer peut-être cette émission, de la condamnation de Rainer Füllmich, qui était l'avocat covido-complotiste allemand, qui était poursuivi par escroquerie. Et donc le 24 avril dernier, le tribunal de Göttingen l'a condamné à une peine de 3 ans et 9 mois de prison. Oui, c'est ça. Oui, 3 ans et 9 mois de prison. Il a déjà fait une partie. Oui, la justice avait considéré qu'il avait détourné de l'argent, et donc il a l'intention de faire appel et demeure donc présumé innocent. Signalons aussi que un de ses premiers soutiens a été Éric Loridan, qui voit dans cette condamnation le signe que Füllmich dérange. Oui, alors il a beaucoup de soutien dans la complosphère, effectivement, alors que là on a un vrai cas d'escroquerie et détournement d'argent, mais ça ne décourage pas effectivement nos complotistes covido-sceptiques français de le soutenir et d'y voir une injustice énorme. Alors il faut dire qu'il a dit son intention de faire appel. Oui, alors c'est encore une histoire qui n'en finit pas. Moi j'attends la fin de ce Nuremberg 2.0. On est encore sur la suite, on n'est pas encore à la fin, il faudra attendre. Est-ce que la dernière décision, la condamnation définitive de Füllmich fera qu'on fermera cette longue, très très longue parenthèse du Nuremberg 2.0 ? J'en doute. Je crains que ça survivra à ces multiples condamnations. Et je me demande même si d'ailleurs ces épisodes à répétition judiciaire et ces différents appels sont pas aussi un moyen de faire vivre un peu ce mythe, le mythe de Füllmich. On a vu qu'il y a eu des appels, des signatures, des sites entiers qui sont dédiés à lui. Donc il est devenu une sorte de figure, de victime, un peu expiatoire de toute cette séquence de martyr. Voilà. C'est devenu le martyr de la cause, il le restera, je crains, longtemps. J'attends la décision finale de la justice, en espérant encore une fois que ce fameux Nuremberg 2.0 qui n'a vraiment pas marché, non, pas très bien, effectivement, qui a fait un boomerang assez spectaculaire, il faut le dire, parce que les seuls condamnés aujourd'hui sont ceux qui ont lancé et promu cette idée-là. Mais bref, donc on en est là, et j'attends les prochains épisodes judiciaires avec impatience. Eh bien, nous les suivrons dans cette émission. Cette émission est terminée. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous sur des conspirateurs. Je vous renvoie donc à la prochaine vidéo de Perla Musica sur le compte TikTok de Conspiracy Watch, à votre Complorama qui sera donc dédié Adolf Hitler. Adolf Hitler, voilà. Ouais. Adolf Hitler. Et puis vous dire qu'il y aura bientôt aussi un hors-série avec Gérald Bronner des conspirateurs. Donc voilà, pas mal de choses à suivre et à liker pour Conspiracy Watch. À bientôt. Allez. Et cette émission a été réalisée comme à chaque fois par Martin Béraud. Allez, ciao. Salut. Salut.